Bonjour, bienvenue dans cet atelier où je vais te parler des émotions, de la façon dont elles s'emmagasinent dans ta mémoire cellulaire, mais surtout de la façon dont elles impactent ton quotidien, ton bien-être, ta santé, ton rapport à la vie, ton rapport aux autres et surtout ton rapport à toi-même. Laisse-moi tout d'abord me présenter. Je m'appelle David Banchereau, j'ai 53 ans au moment où je tourne cet atelier. Et dans ma première partie de vie, j'étais musicien professionnel. J'ai été batteur, c'était mon instrument de prédilection que j'ai énormément travaillé, j'ai énormément joué dans plein de groupes, j'étais professionnel jusqu'à 38 ans. J'ai aussi beaucoup enseigné, ça a été une passion aussi, la pédagogie. J'ai été directeur d'une école de musique, j'ai ouvert plusieurs écoles de musique, écoles de batterie. Et puis, je me suis aussi ouvert aux instruments mélodiques, j'ai fait du clavier, du piano, ce qu'on appelle aussi du synthétiseur. Et puis, j'ai aussi réussi au bout d'un moment à faire de la scène, même à chanter, moi qui n'étais pas chanteur du tout au départ. Donc, j'avais une vie, on va dire, de musicien accompli, professionnel et à la fois enseignant. On aurait pu dire qu'en apparence, tout se passait bien. J'étais heureux. Quelqu'un qui me connaissait comme ça en surface se serait dit, il a beaucoup de chance, ce garçon, puisque il arrive à vivre de sa passion et c'est déjà pas évident pour tout le monde. Et puis en plus, j'avais une famille. J'avais 2 enfants, une femme, une belle grande maison, même une résidence secondaire, t'as qu'à voir. Donc en apparence, tout pour être heureux. Pourtant, dans mon intériorité, en vérité, je n'étais absolument pas heureux, je n'étais pas épanoui. J'avais pas réussi à devenir le musicien que j'espérais. J'étais pas heureux dans mon couple. J'étais pas heureux finalement dans mes rapports familiaux. J'avais beaucoup de colère, beaucoup de colère à l'intérieur. Et j'ai survécu comme ça, en mode survie, on va dire, jusqu'à un certain temps. Mais inévitablement, la vie a fini par me rattraper. Et ma vie telle que je l'avais construite pendant des années a fini par s'écrouler. Donc en 2008, cette fameuse crise de la quarantaine que je voyais approcher à grands pas du haut de mes 38 ans, je l'ai pris, on va dire, de plein fouet, puisque ce mode survie n'a pas pu perdurer au-delà de ces 38 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Ça a commencé bien en amont, avec des mal de dos répétitifs, dû sûrement à mon métier, mais on verra par la suite, pas que. Donc au départ très invalidant et de plus en plus surtout douloureux, de plus en plus inflammé. J'ai aussi traversé des crises de maux de tête. Alors si tu connais un petit peu les névralgies d'Arnold, c'est bien supérieur à la migraine. Ce sont des maux de tête qui vraiment sont totalement invalidants. Tu as l'impression de tomber fou. Pense même quelquefois à mettre fin à tes jours tellement la douleur est insupportable. Donc si c'est ce que tu vis, je te souhaite bon courage parce que je sais ce que c'est. Et puis, au bout d'un certain temps, jusqu'en 2008, j'ai fini par avoir une sorte d'inflammation généralisée du corps. Alors oui, on a parlé de fibromyalgie, mais ce sont que des mots, ce sont des cases. Bref, malgré mes régimes alimentaires, j'ai tout essayé, malgré tout ce que je pouvais faire, mon corps était une inflammation sur pattes. C'est vraiment comme ça que je le sentais. Bref, en 2 ans, jusqu'à 2010, 2 ans de ce traitement un petit peu, j'avais à peu près tout perdu. J'avais perdu ma santé, alors là, ça c'est sûr. J'avais perdu ma passion, parce que je pouvais plus jouer de musique, je pouvais même plus écouter de musique. J'avais perdu mon identité, parce que je m'étais construit sur la vie de musicien. Moi, j'étais musicien depuis 14 ans. Donc, les amis que j'avais, les relations que j'avais, les centres d'intérêt étaient tous liés à la musique. Donc, en quelque sorte, j'avais perdu aussi mon identité, je savais plus qui j'étais et mon estime de moi aussi, mon métier, mon couple. Le couple n'a pas tenu, évidemment, la maison non plus, puisque elle appartenait à ma femme. Donc, 2 ans de ce traitement, il est évident que vivre avec quelqu'un qui est dans cet état-là, c'est pas forcément facile. Une grande partie de mes amis aussi, puisqu'ils n'ont pas forcément compris pourquoi j'avais arrêté la musique. C'est compliqué d'expliquer aux gens à quel point tu souffres. Si tu es dans ce cas-là, tu sais de quoi je parle. Donc, à partir de là, j'ai pas eu le choix. Soit je me laissais complètement, effondrer, soit j'écoutais un petit peu les conseils médicaux qui me donnaient plutôt des anti-inflammatoires très puissants, des antalgiques, des antidépresseurs aussi, des anxiolytiques. Et là, j'ai vite vu que ça allait être catastrophique si je suivais ce chemin-là. Donc, je me suis mis en quête de trouver des solutions alternatives pour me sortir de cette impasse à la fois émotionnelle, à la fois identitaire et puis surtout corporelle, quelque part, au niveau de mes douleurs et puis au niveau de mes émotions. Donc je me suis vraiment passionné, on va dire que cette passion que j'ai eue pour la musique, je l'ai transposée sur d'autres domaines. Je me suis passionné pour le corps.
Je me suis passionné pour le domaine des émotions, je me suis passionné pour l'énergie aussi, et aussi, quelque part, j'ai vite compris que ce qui manquait le plus à ma vie, c'est l'amour. C'est pas l'amour qu'on va dire, qu'on décrit souvent dans les relations ou de façon très très idyllique ou un petit peu édulcorée, mais cet amour profond que l'on peut ressentir quelquefois pour soi ou pour le monde ou pour la vie, je sentais que c'est ça qui me manquait aussi terriblement. Donc je me suis mis en quête vraiment de comprendre qu'est-ce qui me séparait à ce point de l'amour, de mon être véritable, ce qui a débouché aussi sur cette passion pour la connaissance de soi. Qui est-ce qu'on est vraiment? Est-ce qu'on est vraiment que le corps? Est-ce qu'on est vraiment qu'un petit personnage comme ça qui se débat dans sa vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste à l'intérieur de nous? Aujourd'hui, Dieu merci, tout ça est dépassé. Nous sommes en 2024, à l'heure où j'enregistre cet atelier. Donc tu vois, ça commence à remonter, plus de 15 ans. Je suis professeur de Tai Chi Chuan, c'est un art martial chinois. Ça fait partie des arts énergétiques et martiaux chinois. Je suis certifié diplômé. Je suis également thérapeute, psychopraticien, sophrologue, énergéticien. Je suis également fondateur et formateur en sophro-énergétique intégrative. Je t'en dirai un petit peu plus loin de quoi il en retourne. Et surtout, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes dans une démarche de transformation profonde, sous forme d'ateliers en présentiel, sous forme de stages, de séminaires, sous forme de séances individuelles, de cours, bref, j'ai continué ma passion pour la pédagogie et la transmission. Mais surtout, si je te partage tout ça aujourd'hui, c'est que mon corps est libéré de toutes ces énergies toxiques qui le rendaient malade. Et c'est ça que j'aimerais te partager aujourd'hui. Venons-en au fameux stock de mémoire émotionnelle. Comment il se forme? Eh bien, ça commence très tôt, notre voyage avec nos émotions. Déjà, dans le ventre de la maman, très très tôt, on sait aujourd'hui que le petit emmagasine déjà beaucoup d'informations en lien avec les émotions que vit la maman. Si la maman est triste, le petit le ressent. Si la maman est joyeuse, le petit le ressent. Ça, aujourd'hui, il n'y a plus aucun... Il y a un consensus là-dessus. Donc, on peut dire qu'avant même sa naissance, on a déjà des rapports assez difficiles avec les émotions, puisque la maman nous transmet, bien malgré elle, évidemment, il n'est pas question d'accuser qui que ce soit, mais c'est comme ça, nous transmet déjà une partie de ces émotions difficiles. Ensuite, eh bien, l'aventure de la naissance, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Ça arrive, mais c'est assez rare. Imagine, tu es pendant 9 mois nourri, au chaud, et puis tout d'un coup, eh bien, tu es expulsé dans un couloir très très étroit qui t'oppresse, qui te serre, tu as l'impression d'étouffer, et tout d'un coup, tu respires pour la première fois, tu fais rentrer l'air dans tes poumons, c'est une douleur, c'est une souffrance. Et puis, il y a toutes ces mains qui te prennent, on coupe le cordon, on te met des trucs dans les oreilles, un petit peu partout. Tu es séparé de ta maman, t'as froid, t'as faim. Là, c'est déjà un choc émotionnel très important. Crois-moi, quand on le revit, on sait à quel point c'est important. Et là, on va commencer un petit peu les déboires de notre vie d'humain. C'est-à-dire que la maman, elle va plus pouvoir nous porter comme ça 24 heures sur 24 avec elle à l'intérieur de son ventre bien blotti. Elle va devoir aussi quelque part retravailler. Elle ne va plus être disponible tout le temps. Elle va peut-être nous confier à la nourrice ou après c'est l'école. Bon, on sait tous que la séparation avec la maman, c'est quelque chose de difficile. Donc, quelles que soient nos histoires personnelles derrière, on va dire que déjà là, ces 3 phases, même quand on a l'impression d'avoir une enfance sans difficulté, il se passe déjà beaucoup de choses. Et puis la suite, eh bien, si tu es là, c'est certainement que tu as connu des déboires quand tu étais enfant. Peut-être le papa qui rouspétait, qui criait, qui se mettait en colère. Peut-être la maman qui travaillait trop, qui ne s'occupait pas assez de toi. Peut-être papa et maman qui se rouspétaient souvent, ça criait à la maison, il y avait de la violence. Qu'importe, on a tous vécu des choses plus ou moins impactantes. Il y a aussi l'école, où évidemment on sait qu'on vit des choses assez difficiles, notamment dans le rapport aux autres, le jugement qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, qu'on peut recevoir, des professeurs, bref, on va pas y faire ici toute la litanie de ce qui peut nous arriver, mais même si on n'a pas forcément le souvenir, il y a des choses là, des impacts émotionnels qui vont s'engrammer dans la mémoire corporelle et dans ta mémoire psychique. Les conséquences de ces chocs émotionnels, de ces manques d'amour, de ces manques d'attention, eh bien, elles sont multiples. Et je vais te les séparer là en 3 catégories très très distinctes et en même temps très importantes à identifier. La première, eh bien, c'est que tu vas avoir des croyances limitantes à propos de la vie, à propos des autres. Si papa crie, tu vas imaginer que tous les hommes sont violents. Si maman s'occupe pas assez de toi,
Tu vas imaginer que toutes les femmes sont en incapacité de te donner de l'amour, de l'attention. Bref, on pourrait décrire ça de façon plus approfondie. Et tu vas rentrer quelque part dans un désamour de soi. Parce qu'un enfant va toujours imaginer que si on ne s'occupe pas de lui de la façon dont il le souhaiterait, c'est de sa faute. C'est qu'il ne le mérite pas. Donc on rentre tous, les petits humains, là, dans une forme plus ou moins impactante de désamour de soi. Et ça, c'est très très néfaste pour la confiance, pour l'estime de soi surtout. Et tout ça s'engramme dans l'inconscient. Bon, ça, c'est à peu près, tout le monde connaît ça. On a tous à peu près entendu parler de ce phénomène. Ce qu'on connaît moins, et ce que sur lequel je vais insister là dans cet atelier, c'est que ces chocs émotionnels, ils s'inscrivent aussi sous forme de cristallisation émotionnelle, où, eh bien, ce sont des énergies toxiques, évidemment, hein, ces énergies émotionnelles, ce sont des énergies qui ne sont pas saines pour le corps, et elles s'engramment dans le corps, elles s'engramment dans la mémoire cellulaire. Et ça, c'est moins connu aujourd'hui. Tout le monde sait que l'inconscient est teinté de nos expériences douloureuses, mais on sait moins que la mémoire cellulaire aussi. Et ça, c'est très important de ne pas oublier le corps. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y a aussi une conséquence qui est dramatique et qui est moins connue. Eh bien, pour survivre à tous ces chocs émotionnels, tous ces manques d'amour, notre instinct de survie étant bien fait, il va nous protéger, en quelque sorte, de ces émotions douloureuses. En nous protégeant, il fait quelque chose d'important pour nous, parce qu'il nous permet de grandir quand même, en n'étant pas trop quand même perturbé par tout ça. Mais du coup, il va prendre un rôle prépondérant. Il va prendre un rôle, quelque part, bien supérieur à ce qu'il devrait être. Et puis, il va rester enclenché surtout pendant toute notre vie. Et c'est ça qui va nous poser problème. On va rester en mode survie, alors que le mode survie serait vocation à être vraiment à un instant T. Et ça fait qu'on a tous un mental surpuissant, parce que le mode survie et l'ego, c'est la même chose, hein. Eh bien, ils sont liés au mental, sont liés à cette voix qui tourne dans notre tête. Donc ça, c'est déjà un problème. Et le problème après principal, c'est qu'on finit par développer un caractère, une façon de s'adapter à ce qu'on attend de nous pour recevoir de l'attention et de l'amour, et on finit par développer une fausse identité. Mais laisse-moi te parler un petit peu d'énergie. Un choc dégage de l'énergie. Ça, c'est dans le monde physique, hein. Si je tape sur mon bureau, tu entends un bruit, hein. Ce bruit, c'est une façon aussi de libérer de l'énergie. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Exemple, très très concret. Quand tu es dans ta voiture et que tu fais un freinage d'urgence, tu apprends ça quand tu passes le code de la route. Dans des conditions normales de freinage, un véhicule s'immobile en dissipant son énergie cinétique sous forme d'énergie thermique. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que quand tu freines, eh bien, il y a de la chaleur. Quand tu freines avec tes pneus, ça va faire beaucoup de chaleur, hein. Lors d'un choc émotionnel, eh bien, c'est la même chose. Si l'énergie que tu reçois du choc émotionnel, c'est-à-dire du traumatisme, du manque d'amour, de quelque chose qui est impactant émotionnellement, n'est pas dissipée, ça veut dire que s'il n'est pas transformé, transmuté, eh bien, elle n'est pas libérée. Ça veut dire qu'elle est stockée, elle est cristallisée dans ton corps. Donc, soit elle est libérée, soit elle est transmutée, c'est-à-dire qu'elle change de forme, soit, alors pour une voiture, ce serait pas possible, mais nous, pour l'énergie, c'est possible, soit elle est stockée, en attendant d'être libérée. Quelles conséquences ça a? Eh bien, imagine ton être intérieur. Imagine, tu vois, j'ai mis un symbole, hein, c'est un beau symbole. Imagine l'être que tu es, vierge de toute idée préconçue, de toute croyance limitante à propos du monde, à propos de soi, à propos des autres, qui arrive là dans une pure innocence, on va dire. À force comme ça d'être impacté par des chocs émotionnels et surtout emprisonné quelque part derrière tout ce stock d'énergie émotionnelle, il finit par être, on peut l'appeler l'être, hein, l'être originel ou celui ou celle que tu es vraiment, finit par être encapsulé. Toi, encapsulé derrière toutes ces couches, comme un oignon, de mémoire émotionnelle. Ça, c'est déjà une première prison. La deuxième, c'est que pour contrôler tout ce stock, tu as le contrôle de ton système de survie. C'est pour ça qu'on est dans le contrôle toute la journée. C'est pour ne pas exploser quelque part. Parce que on sait très bien qu'il y a des bombes à l'intérieur. Donc il y a deux soucis là. C'est que d'une part, tu peux pas retrouver et aimer celle ou celui que tu es vraiment. Et que en plus, tu conserves tout ce stock émotionnel qui t'empêche d'y accéder. Une des conséquences, c'est que tu finis par porter un masque toute la journée. Ben oui, alors les masques, on les connaît tous, hein, c'est celui de la victime par exemple, celui du sauveur, du bourreau, les masques qu'on connaît grâce aux 5 blessures, le fuyant, le dépendant, le masochiste, le contrôlant, le rigide.
etc., etc. Tu sais très très bien, si tu es là en train d'écouter cet atelier, tu as certainement conscience que tu n'es pas qui tu es vraiment au quotidien. Donc, ce qui finit par se passer, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu ne t'aimes pas, tu manques d'estime de toi, la vie elle est fade, sans saveur, tu ne trouves pas de sens à la vie et tu finis par être découragé parce que quoi que tu fasses, tu te retrouves toujours, ni plus ni moins, dans le même état. Alors, on est tous pleins de bonne volonté, on essaie de bien faire pour se sortir de cette situation. Et moi, le premier, j'ai commis plein d'erreurs quand j'ai vraiment exploré le sujet. Je suis parti un petit peu dans toutes les directions, ce qui m'a empêché, quelque part, de trouver rapidement les clés, les solutions. Et je sais pertinemment que vous êtes nombreuses et nombreux à les commettre aussi. C'est pour ça que je vais te les partager là de façon très très claire. La première erreur que l'on fait tous, c'est d'essayer de gérer nos émotions. Comment on gère nos émotions? Eh bien, tu essaies de te calmer. Quand tu es perturbé émotionnellement, tu évites certaines situations pour ne pas te retrouver en émotion. Tu prends des petites fleurs de bac, tu te contrôles pour ne pas exploser, pour ne pas te mettre en colère, pour ne pas pleurer devant les gens, tu mets tes émotions à distance, c'est-à-dire que tu essaies de créer une barrière entre toi et ton émotionnel. Tu médites, par exemple, pour ne pas sentir l'émotion, pour être tellement suffisamment calme que tu ne sois plus perturbé par tes émotions dans le quotidien. Alors évidemment, tu vas voir les psys pour essayer de comprendre d'où elles proviennent ces fameuses émotions. Tu fais de la sophrologie par exemple pour apprendre à gérer tes émotions. Tu fais de la cohérence cardiaque pour être, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, totalement imperturbable face aux perturbations extérieures qui pourraient arriver. Il y a aussi la fuite, ça c'est un classique. On va fuir dans le travail, on va fuir dans le frigo, on va fuir dans le sport, le tabac, l'alcool, la drogue, on va fuir dans le bien-être aussi, le développement personnel, la spiritualité. J'ai rien contre la spiritualité, bien au contraire, ni contre le développement personnel, à condition que ça soit pas des fuites. Pourquoi j'appelle ça des fuites? Eh bien, regarde cette image, elle est assez parlante. C'est-à-dire que ce stock émotionnel, je l'ai appelé ta prison intérieure tout à l'heure, tu peux choisir de repeindre les murs de ta cellule. Pas de problème. Si les murs te paraissent un peu trop gris, tu mets une petite couche de ripolin et c'est beaucoup plus beau. Et tu n'es pas sorti de ta cellule. Tu es toujours dans ta prison intérieure. Eh bien, chercher à fuir dans le bien-être, le développement personnel ou même la spiritualité en conservant ce stock à l'intérieur, eh bien, c'est quelque part mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est repeindre un mur qui est pourri en espérant que ça dure, et on sait très bien que tout ça va s'écailler au bout de quelques semaines. C'est un petit peu la même démarche et donc les mêmes conséquences. Ça ne dure pas dans le temps. Une des autres erreurs, c'est de rester sur le plan psychologique. Nous, alors les Occidentaux, on est les champions pour nier le corps et pour imaginer que tout vient de la psychologie. J'ai pas dit que c'était un pas important, je dis que ça suffit pas. Donc parler de ces problèmes, les analyser, essayer de comprendre le pourquoi du comment, c'est pas la solution, c'est pas la solution. Ça peut faire partie des solutions, mais ça ne peut pas être suffisant parce que tu vas encore nourrir ton mental, tu vas encore croire que la solution, elle est uniquement dans ta tête, et en faisant ça, tu continues de nier, de fuir ce qu'il y a dans ton corps. Tant que tu gères tes émotions, tant que tu restes dans ta tête, tant que tu essayes juste d'avoir des petites solutions comme ça, que moi j'appelle cachets d'aspirine, eh bien tu ne t'occupes pas de ce stock de mémoire émotionnelle. Ça veut dire que tu conserves ton stock d'énergie émotionnelle à l'intérieur de toi. Ce faisant, tu conserves ce fameux corps de souffrance. Tu vois cette photo, cette image, quand je l'ai vue, ça m'a ému parce qu'elle représente tellement ce que je ressentais dans mon corps il y a plus de 15 ans aujourd'hui, cette inflammation généralisée. Je te l'ai dit, ces énergies, elles sont toxiques. Ce serait comme si tu avais des énergies radioactives à l'intérieur de toi. Tu le ressens vraiment comme ça. Et ça, tu vas jamais pouvoir dépasser ça en conservant toutes ces mémoires dans ton corps. On le sait, les affections psychosomatiques, elles touchent environ 38% des femmes et 26% des hommes, c'est quand même énorme. Elles représentent plus de la moitié des cas traités par les médecins. On estime que 90% de toutes les maladies seraient aggravées par des émotions négatives. Mais pas celles que tu traverses, celles que tu conserves. Parlons des maladies inflammatoires un petit peu. Tout ce qui est maladie de Crohn, maladie de peau, arthrite, lupus, fibrome, endométriose, fibromyalgie, les gens qui sont électrosensibles, je l'étais moi aussi, eh bien tout ça a un rapport direct avec les émotions. Ce que tu peux faire, c'est arrêter de contrôler, de gérer, de fuir et de lutter contre tes émotions. Et au lieu de faire confiance au mental, apprendre à écouter ton corps.
entrer dans un vrai processus d'accueil, qui n'est pas un processus de gestion, c'est même totalement antagoniste, et de libération émotionnelle. Attention, je suis pas en train de te parler d'hypnose, de FT, de MDR, etc. Je suis pas du tout en train de te parler non plus de Reiki, Laoshi. L'idée, c'est de retrouver un mécanisme naturel du corps. Pourquoi? Eh bien, ton corps est intelligent, il est autonome, écoute bien, lorsque tu manges, c'est lui qui fait le tri. C'est pas toi, c'est pas ta tête. Donc, lui fait le tri, et puis ensuite, il te fait sentir que c'est le moment d'aller aux toilettes, et là, il y a une certaine libération quelque part. Lorsque tu as ingurgité un aliment toxique, il te fait sentir que c'est pas bon, et c'est lui qui vomit. C'est pas toi, la tête qui vomit, c'est le corps qui fait ça, tu le laisses faire. Lorsque sa température est trop élevée, il transpire. Pourquoi est-ce qu'il en serait autrement avec les énergies émotionnelles qui sont toxiques? Simplement, c'est pas qu'il n'est pas en capacité de le faire. S'il ne les évacue pas, c'est parce que tu ne le laisses pas faire, tout simplement. Ton corps a oublié comment évacuer naturellement les énergies émotionnelles à force que tu prennes le contrôle sur les émotions. La solution, eh bien, elle est très claire. 1. Il faut retrouver un travail corporel pour que l'énergie puisse recirculer dans ton corps. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, les énergies émotionnelles, elles sont figées, elles sont cristallisées, donc pour pouvoir être accueillies et libérées, que ton corps puisse s'en libérer, il faut qu'il soit en capacité de faire circuler de l'énergie. Donc ça passe par un travail corporel. 2. On rentre dans un vrai processus d'accueil, non pas de gestion et non pas contrôlé par l'instinct de survie, je te l'ai dit, qui est resté enclenché. 3e point, on va rentrer là dans ce processus de libération émotionnelle pour profiter de toutes les situations du quotidien pour que ton corps puisse libérer progressivement toutes les mémoires qui sont engrammées dans la mémoire cellulaire. Et 4e, eh bien là, enfin, on va pouvoir parler de déploiement de l'être, comment on va pouvoir retrouver qui l'on est et le déployer au quotidien. Et ça vient en 4e position, pas comme en développement personnel où on le mettrait en premier, en niant un petit peu, en mettant sous le tapis tout ce qui est souffrant à l'intérieur. Le point le plus important sur lequel j'aimerais insister pour terminer cet atelier, une métaphore qui est dans le film Avatar, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un très très beau film. Alors il y a plein de phrases comme ça qui sont issues de philosophies diverses et variées, mais qui sont néanmoins très très profondes. Et elle dit à un moment à ce soldat qui représente la folie des humains, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Eh bien, cette phrase, elle illustre que le bonheur, l'amour, la liberté, la joie, la sérénité, ce ne sont pas des états que tu vas pouvoir surrajouter à ton malheur intérieur, mais les conséquences d'un nettoyage émotionnel profond. Donc, l'erreur qu'on fait tous, c'est de croire qu'on peut rester tel que l'on est, complètement pollué par ces énergies toxiques, et construire par là-dessus, avec la force de notre mental, en imaginant des belles choses, qu'on va pouvoir trouver l'amour, la liberté, la joie, etc. Non, c'est pas possible. Quand on vit une libération émotionnelle, on en a beaucoup à vivre, immédiatement derrière, on ressent la paix, on ressent l'amour, on ressent la joie. Tout ce qui nous manque